Bienvenue à tous, merci, mille merci de la confiance et surtout votre chaîne a fait les déplacements de l'Inspection Générale des Finances pour rencontrer aujourd'hui le patron de cette institution qui fait parler d'elle depuis quelques temps ici en République démocratique du Congo, l'IGF, Mode d'emploi. Aujourd'hui, nous allons faire une émission essentiellement pédagogique pour d'abord faire connaissance avec cette institution dont on parle énormément, pour savoir d'abord, quelles sont les missions de l'IGF d'abord. Ensuite, comment ça fonctionne, quelles sont ses attributions. Et après, nous allons voir l'impact de ce qui a été fait, l'interaction avec le cabinet national, la bonne gouvernance aujourd'hui proclamée en RDC, et tout cela pour vous permettre de bien cerner effectivement l'inspection générale des finances avec son animateur, l'inspecteur chef de service, Jules Linguet. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie. En fait, je vous souhaite bienvenue chez vous. Vous nous avez ouvert vos portes. Et nous sommes bienvenue à l'émission, peut-être. Voilà, dans mon émission, mais oui, dans vos installations, que nous avons remarqué des très bonnes factures. Hein. Félicitations d'abord. Aujourd'hui, nous sommes venus ici parce que on parle beaucoup de l'IGF, on parle beaucoup de vous, en bien d'ailleurs, mais beaucoup de Congolais doivent savoir d'abord. L'IGF d'abord, c'est quoi? Ensuite, j'aimerais savoir, l'IGF comme organe de contrôle au niveau des finances publiques. Les missions qui vous ont confiées par d'abord la loi et comment vous fonctionnez. Les attributions réelles, le mode opératoire, comment vous fonctionnez. J'aimerais que vous commenciez par le commencement. Ça fait plusieurs années que l'IGF a été mis en place, mais depuis votre installation ici en tant que patron, on parle de plus en plus d'IGF. C'est quoi d'abord l'IGF? L'IGF, merci beaucoup Jean-Marie. L'IGF, c'est l'Inspection Générale des Finances. Il s'agit d'un service public doté d'une autonomie administrative et financière et relevant de l'autorité directe du président de la République. L'Inspection Générale des Finances, IGF, a été créée le 15 septembre 1987, donc ça fait 36 ans aujourd'hui que ce service est opérationnel, mais l'Inspection Générale des Finances créée le 15 septembre 1987 l'a été sur les cendres de l'ancienne direction de l'Inspection des Finances. Il y avait une direction de l'Inspection des Finances qui était une direction relevant du secrétariat général au ministère des Finances, direction créée en 1969. Donc cette direction a évolué pour que 18 ans après, donc en 87, à la demande du Fonds monétaire international dans le cadre de son programme d'ajustement structurel, la direction de l'inspection des finances du ministère des Finances a été élevée au rang d'une inspection générale des finances. Et dans son évolution depuis 1987, l'inspection générale des finances a été tour à tour rattachée au début à l'autorité directe des ministres ayant les finances dans ses attributions pour qu'en 2009, les législateurs aient décidé de rattacher ces services à l'autorité directe du président de la République, et c'est là pour lui donner beaucoup plus d'efficacité dans le contrôle des finances publiques. Ça, c'est l'inspection générale des finances. Et je dois ajouter que dans le cadre de la redynamisation des organes de contrôle, redynamisation décrétée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement au pouvoir, l'inspection générale des finances est le fils aîné des services de contrôle. Fils aîné, dites-vous. Oui, des fils aînés des services de contrôle sur qui le chef de l'État a tout d'abord jeté son dévolu pour
matérialisé la redynamisation. Il s'en est suivi par la création de l'APLC et la redynamisation de la CNRF et ensuite la redynamisation de la Cour des comptes qui a eu lieu au mois de juin 2022. Donc, dans la redynamisation, on a renforcé les outils de contrôle. Dans le processus de redynamisation de la fonction contrôle, le premier service qui a bénéficié de ces regards, c'est l'inspection générale des finances depuis le mois de juin 2020. Donc, il s'en est suivi l'APLC, CNRF et enfin la Cour des comptes. Voilà aujourd'hui tous ces services et institutions de contrôle des finances publiques ont été pratiquement tonifiés pour que le contrôle des finances publiques se fasse avec efficacité. Pour mieux comprendre les attributions de l'inspection générale des finances et ses missions, je pense qu'il est important que je puisse vous expliquer tout d'abord les contrôles des finances publiques. Oui, parce que la matière contrôle des finances publiques est organisée par la loi relative aux finances publiques. C'est la loi cadre où toutes les finances publiques congolaises sont organisées et c'est là-dedans également que le contrôle des finances publiques est réglementé. En matière de contrôle des finances publiques, la loi relative aux finances publiques établit 3 niveaux de contrôle des finances publiques. Les trois niveaux. Le premier niveau de contrôle des finances publiques, c'est le contrôle parlementaire ou le contrôle politique. Le Parlement, c'est la première institution en matière de contrôle des finances publiques. Et ce contrôle du Parlement est exercé au travers de sa commission ECOFIN. Et le contrôle du Parlement tient tout autre en État. Tout autre en État sans exception. Ça veut dire quoi là? Tout autre en État. C'est-à-dire, en langage technique, oui, un contrôle tient un autre contrôle en État, ça signifie que c'est une primauté. C'est-à-dire, lorsque des contrôles se déroulent au même moment, le contrôle qui a la primauté tient l'autre en État. C'est une expression technique. Donc, le contrôle parlementaire ou le contrôle politique est le premier contrôle institué dans la loi relative aux finances publiques comme contrôle des finances publiques congolaises. Pas l'ECOFIN. Et ce contrôle est exercé par l'ECOFIN. Le deuxième contrôle, c'est le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour des comptes. Et là également, les textes qui créent la Cour des comptes disent que le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre en État, excepté le contrôle de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, quand la Cour des comptes se déploie dans le cadre de ces missions de contrôle, toute autre mission de contrôle en cours qui se fait au même moment s'arrête à l'exception du contrôle parlementaire qui est au-dessus du contrôle de la Cour des comptes. Et le contrôle de la Cour des comptes, c'est une juridiction financière. C'est pour ça qu'on l'appelle cour. Au sein de la Cour des comptes, il y a un parquet, il y a les auditeurs. Troisième niveau de contrôle, c'est le contrôle administratif. Le contrôle administratif, c'est le contrôle de l'administration sur ses propres services. Et ce contrôle administratif est exercé en primauté par l'inspection générale des finances. C'est là où vous êtes. Et voilà. Donc, les textes de l'inspection générale des finances disent par conséquent que sur le plan administratif, le contrôle de l'inspection générale des finances tient tout autre en État. Mais lorsque le contrôle de l'inspection générale des finances se déroule et qu'il y a le contrôle de la Cour des comptes ou le contrôle du Parlement qui sont des contrôles placés au-dessus des contrôles de l'inspection générale des finances, dont le contrôle de l'inspection générale des finances est tenu en État. Ça, c'est tout d'abord l'organisation des contrôles des finances publiques congolaises. Alors, il faudra ajouter une deuxième notion, c'est la notion des types de contrôle. En matière de finances publiques, nous avons 3 types de contrôles qui sont exercés sur les finances publiques. Il y a les contrôles
a posteriori, les contrôles concomitants et les contrôles a priori. Ces trois types de contrôles se définissent par rapport au moment où le contrôle est exercé en rapport avec les actes de gestion qui sont posés. Un contrôle a posteriori, c'est un contrôle qui se fait généralement pour une période passée. En termes techniques, nous appelons un exercice clos, où le gestionnaire a eu à présenter les rapports de gestion ou les états financiers et les organes de contrôle viennent vérifier ces états financiers, viennent faire le contrôle sur ces états financiers pour découvrir soit les détournements, soit les mauvais actes de gestion qui ont été posés, les irrégularités, les fautes de gestion, la corruption et toutes les antivaleurs que nous réprimons dans le cadre des contrôles des finances publiques. Donc ça, c'est un contrôle a posteriori, un contrôle qui s'est fait après que les actes de gestion aient posé, le gestionnaire ait produit un rapport de gestion ou les états financiers, et ce sont ces documents qui sont soumis au contrôle des organes de contrôle. Ce contrôle a posteriori est exercé par le Parlement, la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Dans le cadre de ces contrôles, a posteriori, le contrôle parlementaire tient tout autre en état, le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre en état, excepté le contrôle de l'Assemblée nationale, le contrôle de l'inspection générale des finances tient tout autre en état, excepté le contrôle de la Cour des comptes et celui de l'Assemblée nationale. Ça, c'est quand on est dans un contrôle a posteriori. Le deuxième type de contrôle, c'est le contrôle concomitant. Le contrôle concomitant s'exerce au même moment que les actes de gestion sont posés. Et dans ce cadre-là, précis, le contrôle concomitant, il y a des organes de contrôle qui peuvent faire le contrôle concomitant. C'est-à-dire au même moment que les actes de gestion sont posés ou en cours de même année. Comme nous sommes par exemple en 2023, on peut contrôler les actes de gestion posés actuellement là pour le premier trimestre 2023. Et c'est ça le contrôle concomitant. Ce contrôle est exercé par la Cour des comptes et par l'inspection générale des finances. Les contrôles concomitants. Pas du Parlement. Non, c'est exercé par la Cour des comptes ou par l'inspection générale des finances. Quand la Cour des comptes exerce ça, c'est ce que la Cour des comptes appelle la veille budgétaire. Et l'inspection générale des finances aussi peut faire les contrôles concomitants en cours d'année pendant que les actes de gestion sont posés. Et quand les deux contrôles se rencontrent sur la même matière, le contrôle de la Cour des comptes a primauté. On quitte les contrôles concomitants, on va au contrôle a priori. Le contrôle a priori, c'est le contrôle qui s'exerce avant qu'un acte de gestion soit posé. Donc, c'est un contrôle qui s'exerce sur les instruments prévisionnels de gestion. Tout organe de gestion est obligé tout d'abord de détenir ou de mettre en place les instruments prévisionnels. Comme, par exemple, chaque semaine ou chaque mois, vous devez faire une programmation en termes de plan de décaissement de vos dépenses. Et le contrôle, a priori, s'exerce sur cette programmation de la dépense. Avant que la dépense, voilà, avant que la dépense soit exécutée. Et ce contrôle, a priori, a pour objectif de déceler les irrégularités qui sont programmées, les surfacturations ou des tentatives de détournement pour les élaguer dans la programmation afin de permettre aux gestionnaires de ne poser que des actes réguliers. Et ce contrôle, souvent, est confondu avec une cogestion par des gens qui n'étaient pas habitués à vivre ce genre de contrôle. C'est la question que j'allais vous poser. Oui, je vais terminer. Donc, ce contrôle est souvent confondu avec la cogestion, alors que sous d'autres sièges, en Belgique, en France, c'est au fait le contrôle a priori qui est activement
exercés. Le contrôle, a priori, c'est un contrôle qui est de l'exclusivité des organes de contrôle relevant du gouvernement, c'est-à-dire de l'exécutif. Et quand vous prenez les textes qui organisent les contrôles des finances publiques, le contrôle a priori est une exclusivité, est une compétence uniquement reconnue à l'inspection générale des finances. Et c'est ce contrôle a priori qui est un contrôle préventif, qui est un contrôle qui se fait avant que les actes de gestion soient posés, qu'on appelle en termes techniques de l'inspection générale des finances la patrouille financière. Ah oui. C'est un contrôle anticipatif qui est fait sur des instruments prévisionnels de gestion dans le but de déceler les irrégularités, les faits de surfacturation, les incohérences ou les tentatives de corruption, de détournement, pour les enlever dans les plans d'exécution, afin de permettre aux gestionnaires de poser des actes qui sont en règle par rapport aux lois et règlements en matière de finances publiques. C'est ça le contrôle a priori qui est appelé la patrouille financière, qui est une exclusivité de l'inspection générale des finances. Alors maintenant, Oui. pour comprendre les missions de l'inspection générale des finances, Oui. je peux simplement résumer au vu de ces explications Oui. que l'inspection générale des finances est un service public ayant reçu la mission de procéder au contrôle des finances publiques, spécifiquement les contrôles a posteriori, les contrôles concomitants et les contrôles a priori. La mission de contrôle a priori dans les textes de l'inspection générale des finances est définie, et même dans la loi relative aux finances publiques, est définie comme étant la mission de surveillance des opérations financières de l'État. C'est ça, en fait, la mission de contrôle a priori, surveillance des opérations financières de l'État. Parce que patrouille, voilà, la patrouille financière. Parce que la surveillance implique quelqu'un qui est posté à un endroit donné et il veille à ce que les bévues ne puissent pas se commettre. C'est ça le surveillant. c'est comme cette photo-là. Oui, c'est ça le surveillant. Voilà. Vous voyez, c'est que nous suivons à la maison. Oui. Moi, j'ai trouvé cette photo qui m'a beaucoup impressionné. Vous avez ici l'inspection générale des finances qui regarde les gestionnaires et le président de la République, lui, il a la carte de la RDC. Ça veut dire l'a priori là que vous faites, la patrouille financière, empêche ces messieurs de faire ces gestes-là qu'ils sont en train de faire pour permettre à celui qui a les Congo de bien les gérer. Oui, c'est ça, en fait. Vous avez compris. Donc, je voudrais terminer en disant, Oui. l'inspection générale des finances, c'est un service supérieur de contrôle des finances publiques sur le plan administratif. Il a reçu la mission de procéder au contrôle des finances publiques d'une manière a priori, concomitante ou a posteriori. Voilà brièvement ce que je Alors, peux vous dire. j'aimerais savoir maintenant. Au-delà Oui. de ça, l'inspection générale des finances déroule son contrôle sur la dépense publique du gouvernement central, des provinces, des entités décentralisées. L'inspection générale des finances déroule ses contrôles a posteriori, à concomitant ou a priori dans des établissements publics, les entreprises du portefeuille de l'État, tous les services publics. L'inspection générale des finances a aussi reçu une mission spécifique, celle de procéder à la contre-vérification fiscale auprès des opérateurs économiques, tant publics que privés, en matière de paiement des droits de l'État. C'est-à-dire, en matière de paiement des droits de l'État, les régies financières sont tout d'abord les premiers qui interviennent pour s'assurer que les droits de l'État ont été correctement payés par les assujettis, publics ou privés.
Et l'inspection générale des finances a reçu la mission de contre-vérification, c'est-à-dire si il y a des dénonciations que la manière dont les régies financières ont collecté les fonds auprès des assujettis privés ou publics, cette manière-là est émaillée des faits de fraude. L'inspection générale des finances a reçu compétence d'aller vers l'administration fiscale ainsi que les assujettis privés ou publics concernés pour vérifier et rétablir l'État dans ce droit. C'est ça ce qu'on appelle les missions de contre-vérification fiscale, qui est également une mission confiée à l'inspection générale des finances que le Parlement n'a pas, que la Cour des comptes n'a pas. Vous avez des pouvoirs étendus, c'est ce que j'allais comprendre là. Bon, c'est les législateurs. C'est-à-dire qu'on vous a même donné mandat d'aller veiller aux intérêts de l'État chez les privés. Oui, c'est-à-dire quand les privés ont payé les impôts. Oui. Et ce n'est pas fait dans les règles chez les régimes l'administration fiscale intervient. Vous pouvez contre-vérifier. Les notes, quand les privés ont payé les impôts, le premier travail que l'État fait est fait par les administrations fiscales. La DGI, la DGRAD ou la douane, ils interviennent pour vérifier si les paiements tels que faits par les assujettis publics ou privés reflètent la réalité de leur activité économique. Donc ces administrations peuvent redresser le niveau des impôts payés par les assujettis. Alors si en dépit de ça, il y a des dénonciations qui tombent, que le travail qui a été fait par les administrations fiscales, la DGI et tout, n'est pas rassurant et que cette dénonciation est vérifiée par l'inspection générale des finances et jugée fondée, l'inspection générale des finances est en droit, de par ses prérogatives, de refaire le travail de la vérification, de descendre auprès des assujettis concernés et de l'administration fiscale pour refaire le travail et rétablir l'État dans ses droits. C'est ce qu'on appelle les missions de contre-vérification fiscale. Alors, je vais maintenant savoir, et surtout ceux qui nous suivent maintenant, évaluer l'impact de cette régionalisation des services de contrôle des finances publiques. Quel est l'apport? Qu'est-ce que ça va donner de plus? Contrôle a posteriori, contrôle concomitant et a priori, plus ce pouvoir étendu pour savoir si on a payé correctement ou pas. Voilà, ce qu'il faut tout d'abord retenir, c'est les rôles du contrôle dans un environnement économico-financier. C'est ce qu'il faut tout d'abord comprendre. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance lorsqu'il n'y a pas de contrôle. La bonne gouvernance a comme un des piliers essentiels, c'est un contrôle efficace. Voilà pourquoi, partout où on parlait de la bonne gouvernance, sans que la fonction contrôle puisse s'exercer correctement, cette bonne gouvernance n'avait été que des simples slogans. Donc, le contrôle est un pilier important de la bonne gouvernance. Le contrôle doit également être compris comme étant les boulevards qui amènent à l'implémentation de la bonne gouvernance et de la transparence publique. Le contrôle est l'ensemble des garde-fous mis en place par les législateurs pour empêcher l'émergence des antivaleurs dans la gestion publique. Si on comprend les contrôles comme tels, alors on peut maintenant voir les interactions de contrôle avec le monde économique, le monde financier du pays. Un contrôle efficace ne peut qu'avoir un impact dans l'exécution du budget. Si le contrôle est efficace, dans l'exécution du budget,
dans l'exécution de la dépense publique, on arrive à la transparence, on arrive à la traçabilité et on arrive à une meilleure exécution du budget qui donne les résultats voulus par le Parlement, qui est l'autorité qui a voté les budgets. Absolument. Donc, sur ce plan-là, il faut comprendre l'impact du contrôle, dans une bonne exécution budgétaire. Deuxièmement, l'existence de contrôle dans un environnement économique permet à tout le monde, et aux gestionnaires, et à ceux qui payent les impôts de l'État, de se mettre à garde à vous. Ce qui fait que quand le contrôle est exercé avec intégrité, avec efficacité, avec fermeté, chacun, quand il pose les actes, le gestionnaire, il pose les actes, il réfléchit, le contrôle existe dans cet environnement. Si cet acte est contrôlé, quel est le jugement qu'on fera vis-à-vis de moi? Celui qui paye les impôts, quand le contrôle est efficace, il se dit, au moment où je suis en train de payer cet impôt, si demain, on vient revérifier les comptes, quels seraient les résultats? Quelles seraient les conséquences? Parce que quand on revérifie les comptes de quelqu'un qui a payé les impôts et qui a fraude, il y a des fortes pénalités qui sont instituées, qui sont mises en place par les législateurs pour pénaliser les fraudeurs. Dans ce cadre-là, quand les contrôles s'élèvent, quand les contrôles existent, même celui qui paye l'impôt, il y réfléchit beaucoup de fois pour s'adonner à des actes de fraude. Donc, il faut comprendre par là que le contrôle a un impact réel sur la bonne exécution du budget de l'État, aussi bien en dépenses qu'en recettes. Donc, le contrôle peut influer sur les dépenses en amenant la transparence, la traçabilité, en évitant des surfacturations, des corruptions, des faux marchés, bref, amener à une bonne gouvernance publique. Le contrôle peut influer sur l'exécution du budget en recettes, amenant ce qui amène les recettes de l'État en payant les impôts, les droits et taxes, à se mettre en règle et par conséquent permettre à l'État de mobiliser davantage les moyens. Voilà pourquoi nous, l'Inspection générale des finances, dans le cadre des missions de patrouille financière, du côté de la dépense, nous veillons au niveau de la chaîne de la dépense publique, au niveau du ministère du budget, nous veillons à ce que tous les documents en rapport avec les dépenses publiques qui passent dans la chaîne de la dépense, que ces documents-là puissent être réguliers, qu'il n'y ait pas de surfacturation, que les lignes budgétaires existent, que la transparence soit là. Voilà pourquoi du côté de la recette, nous déclenchons les missions d'encadrement des régies où régulièrement, toute l'année, nous sommes dans les régies financières pour surveiller les opérations de recouvrement des droits de l'État. De manière à ce que ces opérations-là de recouvrement qui sont exercées par les régies financières puissent donner les résultats attendus par l'autorité budgétaire. Voilà, donc, compris de cette manière-là, le contrôle a pour effet d'entraîner dans une économie la transparence, la bonne gouvernance, la bonne exécution du budget de l'État et le recadrage de beaucoup de paramètres économiques. Voilà un peu les rôles du contrôle. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on termine dans cette émission très pédagogique par le côté, on va dire, dérangeant de l'IGF. En quoi, pourquoi on a peur de vous? Pourquoi on a peur de vous? Et pourquoi vous faites partie des structures qui, aujourd'hui, encouragent ou motivent la mobilisation des recettes? Bon, je ne sais pas si les gens ont peur de nous. Si. Les gens doivent avoir peur tout d'abord des lois et règlements de la République. À l'inspection générale des finances, quand
nous avions reçu la mission du chef de l'État de renforcer le contrôle des finances publiques, nous avions reçu les instructions de fermeté, d'intégrité, mais de courtoisie. Voilà pourquoi, depuis 2020, nous avions fait montre à l'Inspection générale des finances d'une fermeté sans faille, d'une intégrité et aussi de courtoisie dans le déroulement de nos missions. Vous ne pouvez pas exercer les missions de contrôle si vous n'avez pas d'intégrité. Vous ne pouvez pas exercer les missions de contrôle si vous n'avez pas de fermeté. Parce que le dérapage, il est dans tout le monde. Les hommes s'arrêtent, réfléchissent face aux gendarmes, face au contrôle. Alors il faudra que les gendarmes, revêtis de l'autorité publique pour faire respecter les lois, revêtis de l'autorité publique pour recadrer les gestionnaires, il faudra que les gendarmes lui-même puissent être sérieux, qu'ils puissent faire montre d'intégrité, de fermeté dans les missions qui lui sont confiées par la République. Donc, depuis 2020, parmi les éléments que nous avions eu à faire à l'Inspection générale des finances, c'est motiver nos troupes, prêcher sur la fermeté et l'intégrité, suivre nos troupes sur le terrain et, au vu des irrégularités que nous avions eu à constater, tout faire pour que la rigueur de la loi soit appliquée. Je peux vous dire sur ce plan-là, le changement des modes opératoires de l'Inspection générale des finances depuis 2020 s'est fait sur plusieurs plans, notamment. À partir de 2020, l'Inspection générale des finances a décidé d'utiliser la qualité de l'officier de police judiciaire reconnu aux inspecteurs des finances. Donc vous êtes OPJ. Nous sommes des OPJ. OK. Lorsque je suis face à un cas de flagrance de détournement des deniers publics, je vous arrête. IGF. Oui, je vous arrête. Dans certains bureaux ici, nous avons des menottes pour intervenir dans les cas de flagrance. Donc, nous sommes des officiers de police judiciaire et nous avions, depuis 2020, activé la fonction, la qualité d'officier de police judiciaire qui nous met directement à la disposition du ministère public, à l'occurrence du procureur de la République. Bref, des parquets. Lorsque nous terminons une mission, nous constatons les faits de détournement, des présomptions de détournement, nous saisissons directement les ministères publics pour demander qu'une action judiciaire soit déclenchée à l'encontre des auteurs des antivaleurs. C'est ce qui ne se faisait pas avant. Et nous avions commencé à le faire systématiquement. Deuxième élément, depuis 2020, nous avions pris l'option de commencer à publier les rapports de l'Inspection générale des finances. Donc vous publiez les rapports? Nous publions les rapports de l'Inspection générale des finances pour dissuader les auteurs des antivaleurs à reculer et pour aussi informer la population propriétaire des deniers publics de la manière dont les gestionnaires publics ont géré les fonds publics. Et ça dans l'objectif que la population puisse s'approprier des résultats des contrôles et de déclencher la réprobation sociale qui fait mal aujourd'hui à beaucoup de prédateurs. Donc nous avions commencé à publier les rapports. Avant, les rapports de l'Inspection générale des finances étaient
non pas seulement non transmis au parquet, mais ça s'est limité à l'inspection générale des finances et parfois à l'autorité de qui relève l'inspection générale des finances. Et ça s'arrêtait là-bas. La population n'était pas informée des prédateurs et les prédateurs, comme ils ont toujours besoin d'un côté d'une dignité et de l'autre côté de leur grande capacité à nuire dans la gestion publique. Donc, comme ils avaient besoin d'une dignité, dès lors que nous avions commencé à publier les rapports de l'inspection générale des finances, il y a eu même des voix qui se sont élevées. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris l'effet bénéfique de la publication des rapports. C'est dissuasif. C'est dissuasif. Tous les rapports que nous avions publiés, des grands rapports, lorsque nous constatons que ça choque, il y a des faits graves, nous sommes obligés de rendre publics pour que les auteurs des antivaleurs puissent se remettre dans leurs petits souliers et pour que la population soit informée et puisse pointer du doigt les prédateurs afin de les rendre ridicules. Voilà un peu des changements des méthodes que nous avions eu à faire qui ont fait parler de l'inspection générale des finances. Mais il faut ajouter tout ce que l'inspection générale des finances a fait, oui, okay, pour faire craindre la fonction contrôle. Ne pouvait être possible que s'il y a une détermination ou une ferme volonté politique de soutenir la fonction contrôle. Et ça, l'inspection générale des finances en a bénéficié. De qui? Mais de l'autorité suprême du pays. L'inspection générale des finances a bénéficié et continue de bénéficier d'un appui ferme, sans faille, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de la répression des antivaleurs. C'est pour cela l'inspection générale des finances ne recule pas. Lorsque nous sommes face à des antivaleurs avérés et que nous sommes sûrs que nous sommes sur le bon chemin, nous ne reculons pas. Nous avançons, nous saisissons la justice, nous publions les rapports, nous menons toutes les actions pour faire reculer les prédateurs. Voilà un peu quelques actions qui ont été menées, sans oublier que l'inspection générale des finances a mené une grande campagne de sensibilisation aujourd'hui de notre population sur les faits de corruption. On a sensibilisé les étudiants, on a sensibilisé les écoliers, on a sensibilisé les artistes, les musiciens, les journalistes, les mamans. Nous leur avons fait comprendre. C'était quoi l'objectif de tout ça? L'objectif était de faire comprendre à la population que les malheurs, la misère que nous constatons aujourd'hui est principalement l'œuvre des mauvais gestionnaires, des prédateurs. Et que nous n'avons pas à soutenir ces gens-là parce que c'est eux qui chaque jour, par leur comportement, sont en train de plomber les pays toujours dans le sous-développement. Donc l'objectif était d'obtenir un éveil collectif, une sensibilisation de toute la population pour que la population comprenne. À cela, nous avions ajouté la société civile qui est une force. Et nous avions compris que le contrôle étatique trouve davantage d'efficacité lorsqu'il est associé au contrôle citoyen qui est exercé par la société civile indépendante. Et sur ce plan-là, je peux vous dire, la société civile congolaise a été d'une grande importance dans ce que l'inspection générale des finances a fait. J'en profite pour saluer la CAJ, l'Azado, l'ODEP, l'ICOCO, toutes ces organisations de la société civile qui ont démontré de leur patriotisme, de leur intégrité pour accompagner efficacement le travail de contrôle dans notre pays. Et nous vivons ça chaque jour.
Donc voilà autant de mécanismes, hein, sans oublier qu'il fallait également conditionner les inspecteurs à aller à ce travail de contrôle. Vous savez, la corruption, les antivaleurs, la fraude, c'est comme une maladie incurable. C'est comme les cancers. Parfois, quand vous contrôlez, vous ne maîtrisez pas les ramifications de la prédation. Vous ne maîtrisez pas les ramifications de la prédation. Nous avions travaillé pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs des finances, les motiver, pour les sensibiliser. les protéger des tentations. Oui, les sensibiliser au rôle qu'ils devaient jouer pour remettre la dignité à notre pays, pour éradiquer progressivement la corruption, les détournements, les antivaleurs. Donc, sur ce plan-là, j'ai dit aussi un grand merci à tous les corps des inspecteurs des finances, particulièrement les inspecteurs généraux qui se sont investis en 2020 au commencement de cette grand travail de redynamisation, de la fonction contrôle pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. Il s'en est suivi les nouveaux inspecteurs qui ont été recrutés en 2020 et en 2021 qui sont venus dans le même esprit et qui se sont mis au travail aujourd'hui, un travail qui fait vraiment parler de lui, un travail qui donne les résultats. Tout ça, il fallait conditionner. Et pour y arriver, il faut à tout moment sensibiliser les troupes, se réunir, fixer les objectifs, parler, encadrer, et pour qu'on arrive au résultat. Voilà un peu de changement de méthode. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Vous avez vu que je suis aujourd'hui assidu. J'ai écouté, et avec vous d'ailleurs, cette initiation à l'IGF, je peux pas le dire comme ceci, une pédagogie dont maîtrise l'inspecteur général, chef des services. Ça va vous permettre d'appréhender la quintessence de l'IGF. Prochainement, on va parler des sujets, on va parler de ces enquêtes, on va parler de ce que parle l'opinion. Mais aujourd'hui, c'était essentiellement pédagogique pour que chacun fasse sa religion de l'IGF. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Marie. Et à la prochaine fois. Merci.